Bon, sans perdre de temps, nous voilà dans la vidéo où je vais vous raconter comment j'ai fini séquestrée en prison, de façon illégale bien sûr, en Malaisie, et que pour sortir, j'ai dû payer une rançon de plusieurs milliers d'euros. Voilà. C'est vraiment le titre, mais le titre que j'aurais jamais imaginé dire un jour dans ma vie. J'aurais aimé ne pas le vivre, évidemment. Mais vu que ma vie est un folklore général, bismillah, il n'y a pas de problème. Parce qu'au final, alhamdoulilah, j'en sors toujours en bonne santé et en bonne condition. C'est le plus important. Bref, laissez-moi vous raconter, du coup, cette merveilleuse histoire de conte de fées. Alors, donc en fait, au mois de septembre, j'ai pris un avion de Paris, où j'étais chez mes parents, et pour aller à Kuala Lumpur pour rendre visite à mes amis, et ensuite aller en vacances avec mes amis sur l'île de Langkawi, puis aux îles Perhentian en Malaisie. Donc la Malaisie, peut-être que vous le savez, c'est un pays musulman, assez strict quand même, on l'imagine pas comme ça, mais c'est quand même un pays assez strict musulman. Et moi, en fait, bah, j'avais un avion qui faisait Paris-Abu Dhabi, Abu Dhabi-Kuala Lumpur, et ensuite Kuala Lumpur-Langkawi. D'accord? Donc déjà, le voyage, il a commencé de manière assez folklore, mais pas dans le négatif cette fois-ci. Il a commencé dans le folklore dans le sens où j'ai raté mon escale à Abu Dhabi et Etihad, la compagnie aérienne, m'a replacé dans un hôtel, mais pas des moindres. Il m'a replacé dans un hôtel, le Shangri-La, un hôtel de luxe. Donc moi, dès le début de mon voyage, je me suis dit, waouh, mais incroyable, ce voyage va être incroyable, mais comment ça? Bon, je rate un avion et on me replace dans une escale de luxe, etc., dans un avion, enfin un hôtel de luxe, dès lors que je prends l'avion, etc., tout se passe trop bien et tout. Faut savoir que ça, c'était genre 7 heures avant que j'aille en prison. J'étais dans cette mentalité-là. Et en fait, bah, j'atterris à Kuala Lumpur. Et lorsque j'atterris à Kuala Lumpur, ben, je dois recheck-in mes affaires à l'aéroport pour ensuite aller sur l'île de Langkawi dans un vol domestique directement dans l'aéroport international KLIA 2. Bref, lorsque je suis à Kuala Lumpur, donc avec mon ami, je me retrouve à passer les portiques de sécurité de l'aéroport, donc des vols domestiques. Et là, le drame arrive. Je vous explique. En gros, dans ma valise, j'avais un point américain. D'accord? J'avais un point américain dans mon bagage cabine, caché dans ma trousse à maquillage. Et là, vous me direz, mais pourquoi aussi, Ilana, t'avais ça? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, pour vous expliquer, en fait, moi, je suis une femme qui voyage la majeure partie du temps seule. D'accord? Majeure partie du temps seule, et c'est important de se protéger. C'est important d'être hyper conscient de la réalité. Moi, personnellement, je trouve que le voyage n'est pas dangereux, mais on se rapproche toujours du moment où il va se passer quelque chose dans notre vie. Donc, je préfère me préparer, et je préfère avoir toujours le nécessaire de quoi pour me défendre. Pas forcément à l'étranger, mais surtout en France. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, cet été 2025, j'ai fait un grand road trip, en fait, en voiture, et je visitais du coup bah, toute la France, les Pyrénées, un peu de l'Espagne, etc. Et je dormais dans ma voiture en camping avec mon chien, etc. Et par contre, quand je fais du camping, c'est systématique, dès que je dors en nature, j'ai toujours, mais vraiment toujours plein de choses pour me défendre. Je peux pas tout vous citer pour ma sécurité française du coup, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'objets qui font partie de mon quotidien et qui me permettent de garantir ma sécurité, bien que j'en ai jamais eu besoin, mais mieux vaut prévenir que guérir. J'aurais aimé que ce soit la même chose pour la prison du coup. Mais du coup, en fait, ben, j'avais un point américain caché dans ma trousse à maquillage. Bah moi, j'avais pas anticipé que ce point américain-là, j'allais pas le retirer du coup. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, en allant en voyage, j'ai pris ma trousse de maquillage, ma trousse de voyage habituelle, et je l'ai mise dans mes affaires qui iront en Asie avec moi durant mon voyage en ce moment en Asie. Et là, l'erreur. L'erreur, c'est que je passe les portiques de sécurité et bah forcément, ça passe au scanner. Alors vous me direz, bon, un point américain, c'est comme un couteau, non, c'est comme un couteau suisse, etc. Bah c'est ce que je croyais, c'est ce que mes amis croyaient. Bah non, pas en Malaisie en tout cas. Donc ça dépend des lois de chaque pays, etc. Je me suis un petit peu renseignée. Mais en Malaisie, il paraît que c'est quelque chose de très grave. En tout cas, c'est ce qui m'a valu d'aller en prison. Bien sûr, je ne suis pas allée en prison de façon légale, de façon juste. Donc, on va dire que c'est un peu édulcoré les informations que j'ai au niveau de la loi par rapport au point américain. Mais c'est, on va dire, la raison pour laquelle j'ai été emprisonnée. Donc, ce qui se passe, c'est que je passe les portiques de sécurité, je me fais scanner, et là, le choc à l'aéroport. Tout le personnel de sécurité est sous le choc, ne sait même plus comment faire, ne sait plus quoi faire. J'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un. Mais pas par rapport à ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont pas braqué des armes, ils m'ont pas mis au sol. Non, pas du tout.
Ils étaient genre, oh, ils cachaient le point américain. Il faut que personne ne voit le point américain. Comme des petites âmes vraiment qui ont peur de voir des choses comme ça. C'était incroyable la manière dont ils ont réagi. Et nous, avec mon ami, on était vraiment en mode, mais c'est bon, tranquille, c'est qu'un point américain. Pour ceux qui savent pas, un point américain, c'est juste un ensemble de bagues, entre guillemets, métalliques, que l'on met au doigt, et qui, lorsqu'on frappe, permet de frapper plus fort. Enfin, de faire vraiment très très mal et de déboîter des mâchoires. Techniquement, c'est ça. En plus, moi, personnellement, mon point américain, je l'avais choisi de couleur or, parce que l'or, c'est un peu mon bijou, quoi. J'aime beaucoup porter des bijoux en or. Je me dis, ça ira trop bien avec mes parures et tout. J'ai pris un point américain couleur or. Bah, c'était le point américain qui m'a coûté le plus cher dans ma vie. Mais voilà. Du coup, de là, forcément, ils appellent la sécurité, ils appellent la police, etc. Et pendant plusieurs heures, bah, je suis interrogée. Alors attention, interrogée de façon hyper light. J'avais accès à mon téléphone, personne m'a braqué, il se passait rien du tout. Pendant 3 heures, en fait, j'ai eu l'impression d'être dans un sas de ma vie, mais complètement paradoxal. Dans le sens où ça avait l'air d'être grave ce que j'ai fait, mais en même temps, ils faisaient pas les choses que je connais que font les policiers dans les situations graves. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ben, ils m'interrogeaient, j'étais comme là, assise dans un bureau. En face de moi, il y avait les policiers qui prenaient des positions, et je passais de bureau en bureau comme ça, les mains libres, en civil, avec mon téléphone, mon ordinateur. Du coup, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Moi, pendant que ça prenait du temps, j'étais en train de travailler, j'étais en train d'essayer de m'avancer, puisque bah voilà, je voulais aller en vacances, je m'étais dit bah trop bien, ils vont me laisser partir et ils vont bien voir que je suis quelqu'un de gentil et bah c'est bon, au moins je me serais avancée sur mon travail et puis au pire des cas, j'irais pointer au commissariat quand je reviens. Je sais pas, je me suis inventé une vie dans ma tête pendant ces 3 heures. Bref, en plus, il faut savoir que c'était des Malaisiens et les Malaisiens parlent très mal anglais. Ça, c'est vraiment, sauf à Kuala Lumpur, peut-être dans le centre, dans les zones commerciales où c'est ok, mais sinon, les Malaisiens ne parlent pas très bien anglais. En tout cas, pendant les services de police et dans les prisons, je vous informe, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ben, c'était un peu compliqué de comprendre les informations, d'utiliser les traducteurs, etc. Tout ce qu'ils essayaient de me faire comprendre, les policiers que j'avais en face de moi à ce moment-là, c'est que ce que j'avais fait était très, très, très grave. Très, très, très grave. Mais très, très grave, dans le sens où j'étais une criminelle. D'accord? Je suis une criminelle. Voilà, c'est la vidéo d'une criminelle. C'était très grave pour eux, mais moi, en même temps, pendant qu'on me disait ça, j'étais en mode, mais si je suis une criminelle et que c'est si grave que ça, pourquoi vous m'avez pas plaqué au sol? Pourquoi vous m'avez toujours pas fouillé? Pourquoi j'ai pas de menottes? Pourquoi? Enfin, je me faisais une liste de trucs qu'on aurait fait en France pour un criminel, justement, et il se passait rien, genre. Bref, ça n'a aucun sens. Donc, pendant 3 heures, je fais comme si de rien n'était, parce que pour moi, il n'y avait rien. Je trouvais même qu'ils abusaient à m'interroger comme ça et tout. Faut savoir qu'au début, ma copine était en train de m'attendre pour l'embarquement, etc. Elle était en train d'attendre lors des contrôles parce qu'elle disait, mais c'est bon, ils vont te laisser partir, je vais t'attendre et tout. Et là, au bout de, je sais pas, 15-20 minutes, on se rend compte que, bah non, je partais toujours pas. Et là, je lui ai dit, taille, parce que là, ils vont m'emmener au poste. Il faut surtout pas qu'ils pensent que tu es avec moi. Il faut pas qu'ils captent qu'on est ensemble. Parce qu'il risque aussi de l'allier dans mon crime, du coup. Enfin, je sais pas. En fait, à ce moment-là, on essayait de réfléchir vite, on essayait de comprendre. Et du coup, elle s'est tirée direct. Elle a pris l'avion le plus vite possible. Et moi, je me suis retrouvée, du coup, toute seule, volontairement. C'est pas du tout un reproche à elle, heureusement qu'elle a fait ça. Mais je me suis retrouvée toute seule dans cette situation-là. Heureusement, j'avais mon téléphone. Heureusement que j'avais déjà une carte SIM, etc. Je pouvais joindre mes proches. Bref. Donc, à un moment donné, pendant que j'étais en train de faire les dépositions, etc., on me dit, bon, écoute, bah c'est bon, on a fini de faire les papiers, quoi. Tu vas aller en prison maintenant. Moi, j'étais en mode, pardon? Pardon? Et moi, je leur disais, non, non, je crois pas, non. Moi, je dois aller à Langkawi, là. Je dois aller en vacances, du coup. Je crois pas, non. Et je faisais que leur répéter ça. Et eux, ils rigolaient, ils disaient, mais non, tu vas pas aller à Langkawi, là. Là, tu vas pas sous les cocotiers, ma chérie. Tu vas aller en prison. Et moi, j'étais en mode, bah non, 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 je peux pas. Enfin, je dois racheter un billet, parce que du coup, là, je vais pas me faire rembourser, je pense. Et je dois aller à la plage. Genre là, cet après-midi, j'avais prévu d'aller à la plage, turquoise, des cocotiers, boire des noix de coco. Et eux, ils étaient en mode, non, non, pas du tout. Et on avait cette discussion à plein de reprises de l'histoire, parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais là, je suis censée être en vacances. Non, mais là, je suis censée aller en vacances. Et mon cerveau était dans le déni, parce que, ben non, je suis pas censée aller en prison, je suis censée aller en vacances, là. Genre, ça fait des mois que je planifie ça, je suis censée aller en vacances avec mes copines. C'est planifié. Genre, j'ai mes réservations, j'ai tout, c'est dans ma tête, je vais aller en vacances. Et c'est hyper paradoxal quand c'est quelque chose, en fait, où on vous retire l'opposé. Genre, en gros, je devais aller en vacances sous les cocotiers, et à la place de ça, je suis allée en prison. Et
que vous ne l'avez pas choisi et que c'est hyper dur en fait de vous contextualiser dans quelque chose que vous n'auriez jamais anticipé. J'avais juste raté un avion et je me balade dans Kuala Lumpur, toujours en vacances. Non, je vais en prison. J'arrivais vraiment pas à l'intégrer. Au début, c'était vraiment catastrophique. Enfin, même tout court, du début à la fin, c'était catastrophique au niveau intégration mentale. Bref. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je commence à capter, en fait, ok, je vais aller en prison, et là, ils me disent, tu dois apprendre un avocat. Moi, j'étais en mode, mais vous pouvez pas me le dire avant? Ça fait 3 heures que je suis là, vous me dites que maintenant que je dois prendre un avocat. Bien sûr, c'était volontaire, c'est là que commence l'histoire de la corruption et de l'arnaque. Donc voilà, comment l'histoire de la séquestration, de l'illégalité, on rentre en plein dedans. Donc, on me dit, oui, tu dois prendre un avocat. Comme par hasard, on me le dit 3 heures après avoir été interrogé, etc. J'avais mon téléphone pendant tout ce temps-là. J'aurais pu trouver un avocat pendant tout ce temps-là, mais on me l'a dit à la fin. Donc moi, je commence à leur dire... En plus, ils me disent, mais par contre, on te retire ton téléphone dans 10 minutes. Pardon. Donc, moi, en 10 minutes, dans un pays qui ne parle pas anglais, je dois trouver un avocat de ce pays-là, évidemment pas un avocat de France, hein, pour mon crime de section 6, et j'ai 10 minutes pour le faire. Ok, tout va bien. Donc moi, évidemment, je leur dis... Moi, au début, il faut savoir que ma déposition a été prise par une femme musulmane, du coup, une malaisienne. Et en fait, c'est un peu elle, est-ce que c'est vrai ou non, qui m'a bien aimée, qui m'aurait aidée, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est le cas. C'est elle qui était là sur l'instant T. Et du coup, à elle, en fait, quand je lui parlais, elle m'avait l'air plutôt sincère. Et je lui disais, est-ce que vous connaissez un bon avocat, etc., de confiance et tout, parce que moi, je connais personne. Et là, vous allez me retirer mon téléphone et j'ai pas le temps. Enfin voilà quoi, même par exemple en France, on sait qu'on a besoin d'un avocat pour les entreprises, un avocat pour le pénal, un avocat pour ceci, pour cela. Là, je sais pas en fait en Malaisie, enfin je ne connais pas le système, donc voilà. Bref, de là, en fait, elle me donne aucun avocat, aucune information, mais par contre, elle demande à son collègue, elle appelle un collègue et qui lui dit ouais, moi j'ai un bon avocat, t'inquiète, tiens le numéro. Donc là, il me donne son numéro et je contacte l'avocat en question. Et la première chose que l'avocat me demande quand je lui parle sur WhatsApp, c'est t'as combien d'argent? Moi, je commence à lui dire je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Et je commence à lui expliquer mais pourquoi je peux pas aller en vacances là, en fait? Et il me dit mais ce que tu viens de faire c'est un crime, etc. Donc lui, il avait déjà parlé avant avec les policiers, à qui elle a demandé le numéro. Lui, il avait déjà parlé avant avec les policiers, ils s'étaient déjà concertés, ils avaient déjà fait leur plan, etc. Et lui, en fait, s'est présenté comme un avocat au début. Ensuite, on a compris plus tard que c'était un mec qui détient une sorte d'agence illégale de corruption pour la mise en scène de toute cette mascarade-là. Donc lui, en fait, ramène des avocats, etc., fraîchement diplômés qui sortent de je ne sais où, vraiment, on dirait qu'ils ont 15 ans, les avocats. Et ce mec-là, voilà, il sert à chapeauter tout, il sert aux négociations, et il sert les intérêts des personnes avec qui il travaille. Donc, moi, je me retrouve à l'aube de la prison, avec un nouvel avocat qui me demande combien d'argent j'ai. Et là, on me dit, bon, c'est bon, maintenant tu dois poser ton téléphone. T'as un avocat, ça y est, top, ok. Tu poses ton téléphone, tu mets toutes tes affaires dans un sac, et maintenant on va te mettre les menottes, on t'emmène en prison. Et moi, à chaque fois, il faut savoir que j'avais cette tête-là. Comment ça, je vais en prison? Comment ça, vous allez mettre les menottes? Je comprends pas. Ça, c'était vraiment ma réaction à chaque fois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont respecté leurs engagements, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis en prison. Et donc, bref, sur le trajet de la prison, donc déjà, ils m'emmènent dans une sorte de prison vraiment miteuse qui s'appelle genre Aéropolis Balai Kuala. C'est ce que j'ai vu de mes yeux, c'est la seule chose dont je me souviens. Et de là, du coup, sur le trajet, je suis en mode gyrophare, en mode délinquante, j'ai les menottes, je suis en civil encore. J'ai mes affaires avec moi, c'était très marrant d'ailleurs, parce que du coup, comment est-ce que vous voulez que je porte mes affaires si j'ai les menottes? J'avais des gros sacs cabines, etc. C'était n'importe quoi. Mais bref, mais du coup, quand j'arrive, on me fait remplir pas mal de papiers, juste pour attester que je suis là, et aussi pour regarder toutes les affaires que j'ai. Donc vraiment, là, ils me font mon inventaire de tous mes effets personnels. Faut savoir que quand moi, je prends l'avion, c'est ça qui n'a pas joué en ma faveur, c'est évident. Bon, mon passeport tout court ne joue pas en ma faveur. Moi, je suis française, donc quand on est français, on est des proies faciles. Mais en fait, moi, je voyage en bagage cabine avec de lourds sacs, en fait, parce que je voyage avec tout mon matériel photo. Je suis photographe vidéaste et j'ai beaucoup de matériel électronique qui a de la valeur et je refuse de le mettre en soute parce que si je me fais voler mes affaires ou juste une perte même de 24 heures, c'est hors de question. Je veux avoir le contrôle sur mes disques durs, mes appareils photo, tout mon matériel avec moi. Donc c'est un peu lourd à prendre avec moi en bagage cabine, mais c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Bref, moi il me faut mon inventaire, évidemment, t'as tout ça sur un étalage. Soit la meuf est riche, soit la meuf est un espion. Évidemment, je suis pas un espion.
Voilà. Donc, là, ils se disent, bah, jackpot. Jackpot, on a trouvé un poisson. Un poisson qui va pouvoir nous payer. Faut savoir que pendant les 3 heures de temps là, où j'étais en déposition, ben j'ai pu contacter du coup mes amis, j'ai pu les prévenir, j'ai pu aussi contacter ma sœur, pas mes parents, mais j'ai pu contacter ma sœur pour prévenir tout le monde et mes amis qui notamment habitent à Kuala Lumpur, ben faisaient tout leur nécessaire pour m'aider en fait dans ces situations là. Surtout quand je leur ai dit que j'allais en prison et surtout quand je leur ai dit que j'allais plus avoir de réseau, etc. Enfin plus de téléphone. Alors là, ils avaient vraiment toutes les informations, même celles de mon travail et tout. J'ai réussi à transmettre un maximum de choses. J'étais comme ça, affolée sur mon téléphone et tout. C'était une dinguerie. Parce que je voulais absolument que, ben, voilà, je sois pas seule dans ces situations-là. Alhamdoulilah, je suis bien entourée. Alhamdoulilah, ils ont été là pour moi. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, en fait, de leur côté, dans le temps, dans le laps de temps qu'ils avaient, avec les armes qu'ils avaient. Bref, ils avaient aussi le numéro de l'avocat aussi pour pouvoir faire pression ou pouvoir avoir des contacts. Je leur ai aussi donné des numéros de policiers que j'avais trouvés et tout. Enfin, j'ai vraiment essayé de réagir le plus vite possible. Moi, en fait, je suis une personne, je suis pas quelqu'un qui réagit sous le stress. Et avec le stress, avec la négativité, je suis quelqu'un qui est extrêmement performante sous pression. Plus il se passe des dingueries, plus je vais être performante en termes de stratégie, en termes de choses à faire, etc. C'est là où je vais performer le plus. Faut savoir que comment j'ai été tellement productive pendant ces 3 heures en termes de travail, parce que j'avais trop peur d'aller en prison ou qu'on me retire mes affaires, etc. C'était une dinguerie le nombre de choses que j'ai fait dans ce laps de temps. Bref, mais du coup, j'arrive en prison, j'ai accès à plus rien, à aucun appareil électronique. Ils connaissent la valeur de tous mes produits, enfin de toutes mes affaires, ils ont fait l'inventaire, ils ont pris mes empreintes avec du charbon qu'ils ont mis sur un papier, tout ça pour de faux, faut savoir que du coup c'était pour faire semblant. Et d'ailleurs, ils me laissent avec mon charbon sur les doigts, et ensuite ils me disent bon maintenant tu vas te changer. Il y a une femme, donc il y avait des policières femmes, hein, malaisiennes, elle m'emmène dans ma cellule. Donc faut savoir que quand je suis arrivée dans la prison, déjà je vous contextualise la prison, c'est une prison avec aucune fenêtre, sauf des mini fenêtres dans les bureaux des policiers, et il y avait beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes avec différents uniformes. Ils avaient des uniformes soit violets, soit rouges, etc. Et franchement, les hommes faisaient peur. Je vous dis honnêtement, les hommes faisaient peur. Eux, ça se voit que c'est des délinquants. Moi, ça se voit que je suis pas une délinquante. Ok, ça se voit. Mais eux, ça se voyait qu'ils font peur et qu'ils sont méchants, genre. Il y avait un contraste entre eux et moi. Et même les policiers, c'était en mode, ça se voit que elle, c'est juste une victime de la corruption. Parce que elle n'a rien à faire ici. Et bref. Et du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la policière m'emmène dans le sas de ma cellule, qui est caché des hommes. Donc en fait, moi, j'avais aucune visibilité, aucun vis-à-vis avec les hommes, alhamdoulilah. Vraiment, j'étais seule dans ma cellule et il y avait vraiment un recoin dans la cellule pour femmes. Il n'y avait pas d'autres femmes, alhamdoulilah. J'étais seule parce que je pense que j'aurais pu être à plusieurs dans cette cellule-là. Il faut savoir que la cellule pour femmes, il y avait 4 verrous différents pour m'atteindre. Alors que chez les hommes, c'est genre direct. Hein. Donc, peut-être pour des raisons de sécurité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait que j'étais très isolée aussi, mais au moins inaccessible. Faut choisir l'avantage. Bref, et là, elle me dit, tu te mets toute nue et on va te fouiller et on va te changer. Moi, j'étais en mode, comment ça, vous allez me fouiller? Ne fouillez pas trop loin, par pitié. Alhamdulillah, ils n'ont pas fouillé trop loin, pas du tout, mais je suis quand même mise nue devant la policière. Et ensuite, on m'a fait retirer tous mes éléments, ainsi que mes bijoux, etc. Et on m'a dit, maintenant, tu vas mettre ta petite tenue orange. Oui, ma tenue orange, comme Orange is the New Black. Oui, tout à fait. Ma vie est un film. Mais tout à fait. C'est totalement réaliste. Ma vie est un film. Voilà. Donc, j'avais ma petite tenue orange. J'ai demandé à avoir du XXL. Il faut avoir des avantages quand on est une hijabi. Et pour avoir justement une tenue ample, etc. Enfin, j'étais trop mal à l'aise d'avoir une tenue toute serrée dans ma cellule sans voile, parce que oui, même si j'étais en Malaisie, ils ont retiré le voile d'une femme voilée dans la prison. Donc j'avais pas mon hijab, en fait, j'avais pas du tout accès à mon hijab, etc. J'étais sans voile, pieds nus, et dans ma cellule. Donc ma cellule, elle était vraiment sombre, vraiment miteuse, elle était dégoûtante, vraiment dégoûtante. J'avais seulement une sorte d'estrade pour pouvoir m'allonger, en fait, avec genre des planches de bois, comme ça. Et ensuite, en face, j'avais mes toilettes à la turque, absolument dégueulasses, absolument dégueulasses. Je pleurais à chaque fois que je devais aller aux toilettes. Mais le pire dans tout ça, du coup, j'étais pieds nus, je devais aller dans les toilettes qui étaient dégoûtantes. Mais le pire de tout ça, vraiment, c'est que l'eau, enfin mes ablutions n'étaient même pas claires. En gros, il y a juste à côté des toilettes, genre juste au-dessus des toilettes, il y avait une sorte de robinet avec un tuyau qui sortait du mur et l'eau qui en sortait puait et était marron. Je ne sais pas c'était quoi cette eau-là. C'était de l'eau terreuse, bref.
Et je devais faire mes ablutions et me laver les mains et tout faire avec ça, en fait. Me laver tout avec ça, en fait. C'était horrible, vraiment, c'était horrible. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des choses qui m'a fait le plus vriller mentalement, parce que c'était inhumain, en fait. En fait, c'était inhumain, c'était de l'humiliation pure, d'être pieds nus dans la crasse comme ça, de même pas être propre pour adorer son Seigneur, alors que je suis dans un pays hyper pratiquant, etc., d'un point de vue islam. Donc voilà, donc faut savoir que quand je devais prier et tout, bah, je leur demandais mon tapis de prière et ma tenue de prière. Et là, ils acceptaient. Alhamdoulilah. Mais voilà, je faisais mes ablutions avec l'eau que je vous ai dit. Et j'allais prier. Et je faisais ce que je pouvais. De toute façon, dans tous les cas, dans ces moments-là, c'est pas la priorité. De s'assurer que toutes les conditions des ablutions sont parfaites. L'eau n'était pas claire, mais c'est pas grave. Là, à ce moment-là, je vous jure, vous comprenez l'importance de la religion. En fait, notre religion, alhamdoulilah, elle nous permet juste de survivre mentalement. Il y a beaucoup d'avantages. On a beaucoup de missions en tant que musulmans. Mais vraiment, surtout, survivre mentalement. Dans l'épreuve, la seule chose qui te reste, dans le tourment, la seule chose qui te reste, c'est Allah. Vraiment, la seule chose qui va te rester, c'est ta prière. Et en fait, subhanallah, j'aurais jamais cru que pouvoir prier était un privilège. Quand tu es emprisonné et qu'on te laisse prier une seule fois par jour, au moment où eux, ils ont décidé que tu allais prier, parce que des fois, ils refusaient de me donner mon matériel de prière, en fait, même prier est un privilège. Alors bien sûr que oui, je peux prier sans le matériel, sans tapis, je peux prier sans voile et tout. Bien sûr, je dis pas ça. Mais quand on veut le faire correctement aussi pour soi, c'est un privilège de pouvoir le faire. Parce qu'il y a des personnes dans le monde qui ne peuvent pas. Et vraiment, cette expérience-là, elle m'a vraiment comme transposé dans la vie des gens qui sont en souffrance dans ce monde à cause des guerres, à cause de plein de choses différentes. Vraiment, on a les Palestiniens auxquels on peut penser là le plus rapidement possible, mais il y a tellement de peuples, tellement de personnes qui en souffrent de l'emprisonnement injuste et qui ne peuvent pas être libres de leur mouvement, libres de leur vie, de leur avenir, et qui ont vécu des conditions même de détention pires que les miennes. Et vraiment, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est même plus dur, c'est même... Parce que la notion d'espoir, d'un point de vue psychologique, elle est hyper importante. L'espoir, en fait, c'est ce qui nous permet de rester en vie, et même en vie mentalement, quand tout va mal. Là, pour le coup, moi, j'avais quand même un peu d'espoir. Ces gens-là, des fois, n'en ont plus, et la seule chose qu'on leur retire, c'est même la religion, c'est l'islam, etc., on leur retire toute pratique, c'est de la torture mentale. En fait, c'est de la torture mentale de laisser le vide dans le cœur et dans le cerveau de quelqu'un. Mais bref, mais heureusement qu'on a une religion qui peut se pratiquer hyper facilement. Là, il nous facilite et que même quand on ne peut pas, on peut quand même le faire. Et ça, c'est absolument magnifique. Mais du coup, voilà. En tout cas, vraiment, ça m'a vraiment transposé dans une autre vie. J'avais l'impression d'être dans... En fait, j'avais l'impression d'être dans un rêve lucide, d'être dans un cauchemar. Des fois, je me réveillais et quand je dormais, je me disais, non, mais là, du coup, ah merde, je me suis pas réveillée de mon rêve. Ça n'avait aucun sens. Comment ça, je me réveille de ma sieste? Je suis encore dans la cellule, subhanallah. Comment ça? C'est pas possible d'être dans une cellule et je ne peux pas en sortir. Je ne sais pas quelle heure il est parce que eux, ce sont les rois de la torture. Vraiment, les conditions de détention, quand je vous dis que c'était miteux, c'est miteux. Mais surtout qu'on n'a aucune fenêtre, sauf une toute petite fenêtre dont je vais vous parler juste après, dans le bureau de la personne qui me gardait. Donc on n'a aucune fenêtre, on a des néons en pleine gueule à longueur de journée. On a du bruit constant, vraiment un bruit industriel, genre un bruit horrible. En plus, moi, je suis extrêmement sensible au bruit et à la lumière, genre extrêmement sensible, je supporte pas ça. J'ai toujours des lunettes de soleil ou des boules qui dans les oreilles, bah évidemment là je ne les avais pas. Et le bruit c'était le pire. En fait c'était des bruits d'appareils divers et variés et aussi d'énormes ventilos. Merci beaucoup de me faire du vent, mais je préfère avoir chaud qu'avoir le cerveau en feu en fait. Bref, mais du coup en fait il y a vraiment une notion de torture parce que j'étais vraiment dans la peur. Faut savoir que j'ai beau être une femme forte, j'ai beau avoir fait l'armée, j'ai beau être quelqu'un qui a une capacité et un système nerveux extrêmement doué, j'ai eu peur, mais d'une manière, j'avais jamais ressenti cette peur-là. Cette peur, en fait, de voir ma vie chamboulée. Mais vous savez, ce qui m'a le plus marqué, c'est la peur du vide, subhanallah. J'ai eu peur, en fait, des mois que j'allais passer dans le vide. Des mois que j'allais passer sans stimulation, des mois que j'allais passer sans rien faire. Et c'est pour ça que je voulais juste prier et pouvoir faire du dhikr et pouvoir réciter mon Coran, etc. Parce que ça permettait d'occuper mon cerveau, ça permettait de me canaliser. Ça canalisait mes émotions, ça canalisait mon esprit, mes pensées négatives, intrusives, ça permettait vraiment de tout gérer en fait. Et vraiment, en fait, sans ça, l'esprit va mal en fait. L'esprit va mal. Et pour le coup, j'avais jamais ressenti une peur comme ça. Pourtant, j'ai vécu des choses un peu hardcore à l'armée, etc. Mais en fait, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait tellement rien à voir, subhanallah. Et ouais, et en fait,
Vraiment, j'ai ressenti de la peur et je pleurais de crises d'angoisse. Enfin, je crois que ce sont des crises d'angoisse, je ne les connais pas trop et tout, mais je pense que c'était des crises d'angoisse. C'était vraiment une sorte de peur mentale qui me prenait comme ça et je fondais un sanglot. Et après, je me reprenais, je me disais, vas-y, Lana, tu fais du dicle et tout. Et puis, je faisais juste mon dicle, je répétais pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Je ne m'arrêtais pas, même pas parce que j'attendais un résultat en mode, je vais faire du dicle, comme ça, il va me libérer. C'était même pas ça. Je fais juste du dicle parce que tout ce qui me reste à mon cœur, à mon esprit, c'est l'espoir. Et je me dis, il n'y a que Allah qui est grand, il n'y a que lui qui peut m'aider mentalement à surmonter tout ça. En fait, j'arrivais même pas à anticiper ce qui allait se passer après, parce que ce qui se passait déjà là, ça n'avait aucun sens. Du coup, je pouvais pas me dire, ils vont me faire sortir, ou il va se passer ça, parce qu'en fait, je suis pas dans mon pays, les gens ne parlent pas ma langue. Il y avait aucune logique, en fait, entre tout ce qui se passait. Et du coup, ben, comment vous expliquer? J'arrivais même plus à avoir l'imagination de tout ce qui pouvait se passer ensuite, parce que tout allait crescendo et ça ne faisait qu'empirer. Vraiment, plus les heures passaient, plus le temps passait, plus les nuits passaient, plus ça ne faisait qu'empirer. Du coup, je me dis, Nana, tu vas arrêter de réfléchir, arrêter d'avoir trop d'espoir sur la situation, et tu vas juste, en tout cas, essayer de canaliser tes émotions et ton esprit en le remettant dans ton Seigneur, et ça a vachement bien marché. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, une autre forme d'invocation, entre guillemets, une autre... Enfin, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression d'avoir découvert la vraie notion de dhikr. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir découvert la vraie notion d'invocation en notre Seigneur. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui me restait, mais c'est surtout que c'est la seule chose qui permettait à mon cerveau de s'arrêter. C'est comme si, pendant que je récitais ben, voilà, le nom d'Allah, etc., je pensais plus à rien. Au moins, j'arrêtais de penser. C'est comme si je faisais genre un arrêt dans le temps. C'est comme si le temps s'arrêtait. Tout s'arrêtait autour de moi. Tout ce qui me reste, c'est prononcer des phrases en continu, en continu, en continu, en invoquant ce qui est suprême, ce qui est plus grand que tout, plus grand que cette prison, plus grand que les policiers, plus grand que tout. Donc forcément, à la finalité, ça va être ok. Mais en tout cas, le fait de répéter, ça permettait vraiment d'empêcher les pensées négatives et intrusives de venir dans ma tête. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, quand vous avez peur, il y en a tellement. Genre par exemple, je me souviens très très bien qu'à un moment donné, je me suis fait un film, mais ça a duré, vraiment, ça va très vite. Hein. Il n'y avait aucune raison, parce que j'avais aucune information. Je pouvais très bien me baser sur les dernières paroles que j'avais eues juste avant, etc., les derniers échanges que j'ai eu avec mes proches juste avant. Mais je me suis fait un film en mode, mais imagine, mes amis, d'un coup, ils m'abandonnent, ils se mettent à... Je sais pas, ils vont en vacances. Et puis forcément, ils vont être en vacances, ils vont aller faire du jet ski, ils vont aller faire ceci, ils vont aller faire cela. Et ils vont profiter, et puis ils doivent se dire que c'est pas si grave que ça. Et donc forcément, ils vont laisser aller, pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils vont laisser la vie se faire. Et je me suis dit, mais imagine, c'est ça qui se passe. Et moi, je suis encore en prison, et ils pensent que, je sais pas, je suis dans un hôtel, alors qu'en fait, je suis en prison, illégalement, dans des conditions absolument catastrophiques. Je ne peux pas manger la nourriture, l'eau n'est pas claire, je peux rien faire. Pourquoi je peux pas manger la nourriture? C'est que la nourriture Malaisie est hyper épicée. Il me donnait du nasi goreng, mais c'est le nasi goreng. Le mec il s'est dit ah ouais les prisonniers là, les délinquants, on va les tuer, on va les tuer. Le piment je ne pouvais pas le manger. À peine j'approchais le riz blanc, donc le riz blanc sans sauce de ma bouche, j'avais déjà la bouche en feu. Genre j'avais pas encore touché ma bouche. C'était horrible, vraiment horrible. L'eau était pas bonne, l'eau était vraiment pas potable, etc. Enfin c'était vraiment catastrophique. Donc je mangeais pas. Je me forçais à manger le pain, mais le café, je ne le buvais pas du tout, surtout pas parce que sinon je ne pouvais pas dormir. Et une petite anecdote, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je voulais dormir et qu'il y avait un nouveau garde, j'appelais les gardes, etc. Et je disais, il me faut mon médicament pour le cœur, il me faut mon médicament pour le cœur, sinon je vais faire une crise cardiaque avec le stress et tout. Eh ben, si je meurs, il n'y a personne qui va payer la rançon. Donc, là, ils viennent et tout, ils vont dans mes affaires, ils fouillent et ils trouvent ma boîte de médicaments. Mes médicaments qui n'en sont pas, ce sont mes gummies. Et à chaque fois, du coup, ils ouvrent le paquet pour me donner un médicament. Et regarde, ils font une tête en mode, tu te fous ma gueule, c'est des gummies. Mais par chance, mes gummies sont rouges. Je leur disais, non, 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 ce sont, enfin, en anglais quoi, mais ce sont les médicaments pour mon cœur, rouge comme mon cœur. Et après, pouf, je retournais au lit, c'est les gummies avec la mélatonine là. Je retournais dans mon lit et je m'endormais. Alhamdulillah, c'était les meilleurs moments vraiment parce que le temps passait vite. Je me réveillais pour les prières quand j'entendais un Éden parce que du coup, alhamdulillah aussi, c'était un pays musulman. Parce que du coup, en fait, depuis ma cellule, je voyais une toute petite fenêtre, genre comme ça, toute fine, mais je pouvais au moins voir si on était le jour ou la nuit. Du coup, ce que je faisais, c'est que quand il y avait l'Éden, en fait, bah, j'essayais de repérer un petit peu et puis. Bon, l'Éden du Fajr, la prière du matin, c'est facile, mais les autres, c'est un peu compliqué. Et ensuite, vu qu'il y a les récitations des prières, bah, ça nous permet vraiment de nous situer, en fait,
dans la journée. Ça, c'est trop bien. Et du coup, ça me permettait de garder une temporalité. Parce que vraiment, quand vous êtes sous une forme de torture mentale, donc avec le bruit, les néons, on vous empêche de dormir, parce qu'il faut savoir qu'on venait me réveiller régulièrement, je pouvais pas manger, etc. J'avais aucun contact avec l'extérieur et tout, et j'étais dans de la crasse autour de moi. C'est de la torture mentale. Et en fait, ça permettait juste de garder un lien avec la réalité. Un lien avec l'extérieur. C'était incroyable. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai eu ça parce que je me suis rendu compte que même mon esprit se mettait à avoir des pensées genre trop cheloues. Genre par exemple, quand j'étais dans ces conditions-là, je vous jure que quand t'es en prison, tu penses plus à tes proches en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ce laps de temps-là. Je ne sais pas ce que c'est pour le long terme, etc. ou pour les autres. Mais moi, en tout cas, personnellement, quand j'étais en prison, je ne pensais plus à mes proches, à ma vie normale en fait. Je pensais à mes amis qui devaient m'aider, oui, mais je pensais pas à ma famille. Je pensais plus à mon chien. Par exemple, j'ai un chien, c'est toute ma vie, c'est comme mon enfant. Je ne pensais plus du tout à mon chien, je pensais plus du tout à ma famille. Pourtant, je les aime, j'ai aucun problème avec eux. Mais c'est juste qu'en fait, dans ce moment-là, j'avais tellement peur que c'était ma dernière priorité en fait. C'était plus du tout d'actualité. Là, je voulais juste sortir en fait. J'avais juste peur pour ma vie. Parce que du coup, faut savoir que les informations que j'avais eues, c'est que bah là, tu es en prison pendant 1 mois. Au début, c'était ça que j'ai eu comme information. Bref, un matin, on me réveille. Enfin, je me suis réveillée pour la prière. Ensuite, je me suis un peu rendormie. Et genre, pas très longtemps après, on me réveille. On me dit, bon, t'as ton tribunal aujourd'hui. T'as ton jugement. Ah bon? Attendez, c'est la pub. Donc, on me dit que j'ai mon tribunal, j'ai mon jugement. Et qu'on va savoir à peu près quand est-ce que je vais sortir. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça, je vais au tribunal? Enfin, en fait, je sais pas, ok, d'accord. Et en fait, à ce moment-là, t'es en mode, ok, d'accord, vas-y, je vous suis, y a pas de souci. Dans tous les cas, faut savoir que j'étais quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très diplomate en règle générale. Même si j'ai peut-être l'air d'avoir un très gros caractère, je suis quelqu'un de très calme et diplomate et tout. Mais je sais ce que je veux, etc. Mais sinon, en tout cas, je sais quand me taire. Faut savoir que dans ces moments-là, j'étais extrêmement gentille avec les gardes. Et tous les policiers qui croisaient mon chemin, je voulais absolument les amadouer. Je ne sais pas, je me suis dit, ça va marcher. Je leur montrais mon compte Instagram. Je leur disais, follow me, follow me, follow me. Vraiment à tous. Et il me kiffait trop, il me kiffait trop. Et en fait, ça m'a permis quand même à certains moments d'avoir des informations. Au final, à la finalité qui m'ont servi à rien, mais sur l'instant T, ça me paraissait tellement important. Genre, j'étais en mode, oh, j'ai eu une réponse, cette personne-là parle un mot d'anglais, et il m'a dit un mot d'anglais que je peux comprendre. Et c'est déjà une information de plus qu'hier. Une information de plus qu'il y a 1 minute. J'étais très contente. Et vraiment, j'essayais d'ouvrir la discussion avec tout le monde, avec le peu que j'avais. Bref. Et du coup, je montrais mon Instagram pour montrer que j'étais quelqu'un de gentil. En gros, c'est ça, quoi. Ma conclusion, c'était genre, vous voyez, je suis juste photographe, j'aime trop montrer, et je voulais trop aller en Malaisie pour montrer la beauté de la Malaisie. Pays que je déteste, hein. Faut préciser que maintenant c'est un pays que je déteste. Mais voilà, en gros, je voulais juste montrer que j'étais quelqu'un de gentil et normal. Donc, ce matin-là, on m'emmène au tribunal, donc en voiture, pimpon, etc. Voilà, menotté, comme d'habitude. Là, j'ai mon hijab, alhamdoulilah, quel miracle. Et on me met dans une autre cellule, encore, et à chaque fois qu'on me remet en cellule, je pleure, et je pleure, et je pleure. Et les policiers, c'était en mode, mais c'est bon, pas besoin de pleurer. J'étais en mode, juste tais-toi, en fait. Juste, comment ça, pas besoin de pleurer? Et c'est pas toi qui as les menottes. Alors, ceci dit, moi, je me suis vraiment dit qu'en fait, les policiers, eux aussi, ils sont en prison. Ceux qui les gardent de la nuit, là, j'espère qu'ils sont bien payés, parce que je trouve que c'est éclaté comme métier. Tu passes ta vie dans les mêmes conditions que moi, en fait, sauf que la seule différence, c'est que t'as le droit d'aller fumer une clope dehors, ou t'as le droit d'aller dehors manger avec tes potes, ou d'y rigoler avec tes potes. En gros, t'es pas dans la même position de pouvoir, mais tes conditions de vie sont éclatées aussi. Genre, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bizarre, ce paradoxe, parce qu'au final, on a la même vie, eux et moi, là. Bref. Sauf que eux, ils pouvaient sortir et c'est eux qui décidaient si c'est moi je sortais ou non. Bref. Mais du coup, au tribunal, donc là, d'un coup, en fait, on me dit, il y a ton avocat qui va venir. Ah, enfin, le retour de l'avocat, du coup. Il vient, il me ramène une petite avocate, on dirait une gamine, vraiment, une gamine, bref. On me fait signer un papier. Il y a écrit, je l'ai lu en anglais et en malaisien, comme quoi j'accepte de payer tous les frais d'avocat, blablabli, blablablou, les amendes, blablabla, bref, un truc fictif. Moi, je me dis, ok, si c'est des frais d'avocat avec facture, parce qu'il y avait écrit sur présentation de la facture, etc. Ok, vas-y. Moi, j'avais capté que c'était un peu bizarre, un peu fictif. Ensuite, le mec, il se met à parler avec moi et il me dit, bon, écoute, là, j'ai parlé avec ta famille hier, avec tes potes, je peux pas t'aider. Parce qu'en fait, tes amis me disent que je suis un arnaqueur. Et moi, je le regarde en mode, ok, j'ai une information. Mes amis en qui j'ai confiance me disent que la personne en face de moi, je ne peux pas en avoir confiance en lui. Donc, je lui dis du coup, donc, tu es un arnaqueur. Je peux pas te faire confiance. Il me dit, mais si, toi, tu peux me faire confiance. Mais eux,
tu peux pas leur faire confiance, ils t'ont abandonné. Le mec était en train d'essayer de me retourner contre mes proches. Pourquoi? Petite technique. Bah oui, il voulait que je me sente le plus seul possible et vraiment le plus... Enfin, comment vous expliquer ça? Abandonné possible pour lâcher beaucoup d'argent. Plus t'as peur, plus t'es dans une situation où t'es dans la merde, plus tu vas lâcher d'argent pour ta rançon, c'est évident. Et donc, moi, je me suis dit, non, c'est bizarre, j'ai trop confiance en mon entourage. Je sais à qui j'ai prévenu. J'ai prévenu ma sœur, j'ai pas prévenu mon père volontairement. J'ai prévenu ma sœur, j'ai prévenu mes amis les plus proches volontairement, et je sais que ce sont des personnes extrêmement rationnelles. Je le sais. Donc, je me suis dit, bon, écoutez. Donc là, je lui dis, ok, bah ça veut dire que je peux pas te faire... Si eux ne te font pas confiance alors qu'eux sont dehors, alors moi, je ne peux pas te faire confiance. Il m'a dit, bah, c'est toi qui vois dans tous les cas, parce qu'il y a que moi qui peux te faire sortir. Là, il a un bon point. Le mec, là, il a gagné quelque chose. Là, j'avoue, il avait pas tort. Mais moi, je voulais pas montrer. En fait, genre, c'était trop paradoxal. Comme je vous ai dit, mon cerveau, il fonctionne trop bien en situation de pression. Genre, vraiment, je suis trop douée dans la performance, enfin, trop performante dans la situation où faut agir sur le qui-vive. Donc, là, je lui dis, écoute, si tu veux que je te fasse confiance, tu montes les conversations avec mes amis. En fait, il a appelé mes amis plusieurs fois, il leur envoie quelques messages. J'ai les conversations, et là, je prends le téléphone et je fais un audio en tac, 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 vite fait, et j'appelle et tout, avec son téléphone à lui. Et bref, mes amis ne répondent pas, il y a des décalages horaires, il y en a même qui sont à Kuala Lumpur, mais ils répondent pas, etc. Sur l'instant, ils n'avaient pas vu l'appel, forcément tout ça, ça va très très vite. Et moi, ce que je fais, c'est que, attends, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'appelle, ah oui, je fais un audio. En 2-2, je fais un audio. Et là, il faut savoir que, genre, quelques minutes avant, j'étais en train de chialer ma race. Hein. Et là, d'un coup, hop, je parle, et j'essaie de parler de la manière la plus claire possible, en disant un maximum d'indications à mes potes, etc. Et ensuite, il me dit qu'il a parlé avec ma sœur. Ça m'a beaucoup intriguée, du coup, parce qu'il me dit, oui, même ta sœur, elle me dit que... Enfin, elle me fait pas confiance, il veut pas me payer, il veut pas me donner de l'argent. Moi, je peux pas t'aider si j'ai pas d'argent. Bref. Du coup, de là, je commence à me poser des questions sur cet individu-là, mais je comprends bien que dans tous les cas, j'aurais besoin de lui. J'aurais besoin de lui, c'est indéniable. Ce qui se passe, c'est que lui, il me dit, je vais revenir, mais là, tu vas être jugé. Je vais revenir, on va parler après. Ok, vas-y. Donc, effectivement, je ne sais combien de temps après, on me met dans le tribunal. Le tribunal, alors, encore une fois, on est dans un film, mais un film, vraiment un film. Il y a tous les délinquants qui font peur. Voilà, tous les délinquants qui font mais peur, 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 peur. En plus, ils avaient, eux, un uniforme violet. Moi, j'avais un uniforme orange. Eux, ils étaient violets. Moi, je suis sûre que les violets, c'est des criminels de fou. Ils étaient tous menottés. Mais eux, ils étaient menottés comme des animaux, faut le savoir. Eux, ils étaient menottés tous entre eux. Les pieds et les mains, mais tous entre eux comme ça. On aurait dit du bétail. Genre, vraiment, c'était une dinguerie. Ils étaient en quantité, en plus. Genre, je sais pas, 40, genre. C'était énorme. Et moi, j'étais là comme ça. Faut savoir que je m'asseyais comme ça au tribunal et tout. Genre, normalement, j'étais posée sur mon siège, quoi. Et les policiers me disaient, ouais, genre, ils me tapaient comme ça. Et ils me disaient, achète correctement. Et du coup, il fallait que je me mette comme ça, genre. Bref. Et du coup, c'était vraiment un moment spécial. C'est un moment hors du temps, dans le sens où c'est allé hyper vite. Mais en même temps, c'était genre. Bah, je comprenais rien. Je comprenais rien. Ça parlait en malaisien. Je comprenais rien à ce qui se passait. Genre, vraiment, à un moment donné, on m'a dit, ils ont dit Eliana Alan. Je suis allée, genre, au micro. Je me suis levée. Il m'a dit, dis ton nom. J'ai dit Eliana Alan. Et genre, va te rasseoir. Comme ça. Ok. Après, bref, là, il y a l'officier qui a pris ma déposition. Elle revient. Elle parle, elle fait tchup, 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 tchup. Elle parle comme ça. Et là, on me dit, tu sors. How? Expliquez-moi. Et d'ailleurs, je suis la seule personne qui n'a pas d'avocat, alors que je suis censée avoir un avocat qui est venu me voir quelques minutes avant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est là que ces éléments-là sont clés pour comprendre que c'est un niveau de corruption qui monte très très loin. C'est un niveau de corruption qui monte jusqu'au juge, ok? Parce qu'il y avait un juge et tout, mais ça monte jusque-là, d'accord? Donc là, je suis la seule personne à sortir. Je retourne dans ma cellule, et là, les policiers me disent, viens, on me tire comme ça, et on m'emmène dans une petite pièce. Vraiment la taille de la pièce, genre vous voyez là, comme ça, la table, comme ça. Il y a un siège ici, les sièges en plastique blanc, là, qu'on met dans le jardin de nos grands-parents, et il y a un siège ici. Il y a mon avocat, en face de moi, et il y a moi-même. Et là, dans une pièce toute sombre comme ça, avec juste une petite porte avec des barreaux, tout noir. On aurait dit un film, je vous jure un film. Et là, mon avocat, mon cher chinois, Zen In, on parlait de tout, et il me dit, ok, maintenant on va négocier. On va parler toi et moi. Enfin, on va négocier, on va parler toi et moi. Je suis en mode, oui, ok, vas-y, on parle. Et lui parlait anglais. Hein. Et il me dit, oui, tu payes combien? Je suis en mode, comment ça, je paye combien?
L'amende? Je comprends pas. De quoi on parle? Moi, je comprenais pas à ce moment-là que j'étais dans une arnaque, hein, faut le savoir. Il me dit oui, il faut qu'on parle, etc. Bah du coup, combien tu payes? Et moi, je lui ai dit bah combien ça coûte? Ma gueule, je suis un minimum commerçante. Ça va faire 10 ans que je suis dans le métier. Je sais qu'on donne pas un prix en premier. Donc, c'est la règle. Combien ça coûte? Il me dit 10 000 euros. Et je dis ah ouais. Et je dis t'as demandé cet argent-là aussi à ma famille? Et elle me dit ouais, j'en ai parlé avec tes amis, ils veulent pas payer. J'en ai parlé avec ta sœur, elle veut pas payer. Ok. Il me dit mais il faudrait que dans tous les cas, il faut que tu me donnes le numéro de tes parents. Si tu veux sortir, il nous faut le numéro de tes parents. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où il a le numéro de vos parents, les parents, ils envoient 50 000 euros normal. Les parents, ils envoient toutes leurs économies pour faire sortir leur fille à l'autre bout du monde. Vous savez, il y a combien de temps qui sépare la France et la Malaisie? Vous imaginez pour un père qui doit se rendre en Malaisie pour délivrer sa fille, le stress qu'il aura durant toute cette durée de trajet? Genre, c'est pas comme si tu pars en vacances. C'est que t'as la boule au ventre. Et pendant tout le temps où ta fille elle est en prison, t'as la boule au ventre quand t'es un daron avec ta fille. Ta fille, c'est la première de tes yeux. En tout cas, c'est le cas de mon père. Je suis la première de ses yeux. Et je sais que ça le fait chier que j'aille au bout du monde, il est heureux pour moi. Mais si un jour on l'appelle en mode vous devez payer une rançon pour votre fille, mon père il va payer. C'est évident. Bref. Et c'est pour ça que je ne voulais vraiment pas que mes parents sachent. Je ne voulais pas que mes parents sachent. Vraiment. Ils ne doivent pas savoir ce qui m'arrive. Parce que sinon, on va se faire couiller. Plus qu'on ne l'est déjà. Bref. Du coup, lui, il me met, comme je te disais, comme condition, oui, c'est obligatoire en Malaisie, on doit connaître tes parents, et voilà, tes parents doivent être au courant, tu vas être emprisonné, tes parents ont le droit de savoir quand même. J'étais en mode, ma famille, ils savent, ma soeur, elle sait, mes amis, ils savent, c'est suffisant. Le reste, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Ça se trouve, j'ai pas de parents, c'est pas ton problème. Bref. De là, il me dit du coup 10 000 euros. Je lui dis non, 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 je paie pas plus de 1 000 euros, moi. Moi, je m'étais fixé un budget de 1 500 euros. Genre, ça, c'était vraiment. En négociation, la règle, c'est que tu casses le prix de fou et que tu te fixes un prix et tu lâches rien. Et tu montres que tu vas rien lâcher. Je me suis fixé 1 000 euros de base, que pour moi, je sais pas, si je fais un crime de fou et que c'est un pays où on peut payer des amendes, bah, je sais pas, c'est genre sûrement le prix de l'amende. Enfin, je fais des divisions comme ça, vous voyez. Et bah, forcément, je me suis trompée. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà, lui, il a vraiment pas du tout apprécié le fait que je négocie. Pour lui, ça se voyait que les négociations en général dans leur réseau, parce qu'il faut savoir que c'est un réseau assez fréquent, c'est quelque chose qu'ils font assez souvent avec les étrangers à l'aéroport de Kuala Lumpur, ça je vous l'ai pas encore dit, mais c'est le cas. En fait, il a l'habitude que les gens ne réfléchissent pas trop et donnent un peu ce qu'on leur demande. Ça se voit que les gens réagissent pas trop de la même manière que moi. Et lui, il était vraiment excédé par le fait que je négociais. Et après, bon, c'est un bon acteur aussi, hein. Mais en vrai, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Des fois, il y a des moments, genre, quand je lui mettais la pression de fou, il se mettait à trembler et tout. J'étais choquée, en fait. J'étais en mode, mais t'es un arnaqueur, mais t'es un peu une tapette, genre. Genre, c'est moi qui dois avoir peur, pas toi. Enfin, bref. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on négocie, etc. Lui, il me dit 10 000 euros. Moi, je lui dis non, 1 000 euros et tout. Et bref, après, on fait ce jeu de négociation. Et moi, à un moment donné, je suis montée à 3 000. Et il n'a pas du tout accepté, ça passait pas. Et ça a duré longtemps sur 3 000 euros, ça a duré très longtemps, jusqu'à qu'il en ait marre. Il me dit, en fait, je comprends pas, toi, t'es folle, t'es en prison, ton jugement, là, t'as été condamné à 6 mois. Je lui dis, bah, j'ai pas de preuve de ça. Bah, évidemment, il est parti chercher une preuve. Il me dit, oui, t'as été condamné à 6 mois, tu veux rester 6 mois en prison? Il m'a dit, c'est 6 mois en gros, lui, il me disait 4 000 euros. 6 mois ou 4 000 euros? Tu veux quoi, en fait? Et moi, j'étais en mode, bah. En fait, ça me sert à rien de sortir de prison. Je leur faisais croire que j'avais pas d'argent, mais forcément, je savais que je me faisais couiller, parce que vu mon matériel photo, c'est pas possible. Je leur disais, mais si je sors et que j'ai plus d'argent, ça sert à rien de sortir. Autant rester en prison. Genre, dans ma tête, je lui disais ça, en fait. Et c'est quand je lui disais ça, il était en mode, mais c'est quoi ces arguments qu'elle me sort? En mode, il me faisait comme dire, mais y a personne qui dit ça. Il y a personne qui réagit comme ça. Il m'a dit, mais c'est plutôt simple, c'est soit la liberté, soit l'argent. C'est mieux la liberté. Et le mec, il était en mode, mais what the fuck? Vraiment, il était en mode, mais what the fuck? Genre, elle me fait chier. Enfin, et il faut savoir que, en fait, ça, là, vous avez l'impression que ça a duré longtemps. C'était pas si long que ça. Et comme moment, c'était pas si long que ça. Mais les policiers mettaient grave la pression. Lui, il faisait que trembler. Moi, j'étais pas du tout en train de trembler. Genre, pour le coup, j'attends les négociations. Donc, en fait, ça allait. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'en fait, c'était pour sur 4 000 euros, j'arrivais pas à descendre en dessous dans tous les cas. À un moment donné, je lui ai dit, bon, au pire, tu peux revenir me voir demain, on en reparle demain. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, mais toi, t'es malade. Là, tu retournes en prison, t'en ressors pas. Et je dis, bon,
Et en fait, j'ai traîné, je testais tous les trucs qui venaient en tête. Je peux pas dire que je suis une experte en négociation de crise, pas du tout, c'est pas le cas. Je vends des robes de mariée de base, je suis experte en négociation de robes de mariée, de marchandises, en Chine, à Guangzhou, genre en Turquie si tu veux, mais pas plus. Bref, au final, le mec, du coup, bah, forcément, il m'a eu, entre guillemets, on a eu 4 000 euros. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on me ramène dans ma cellule du tribunal, on vient me chercher, on me ramène à ma prison, et moi, je comprends toujours pas ce qui se passe, je suis encore un peu en sanglots. En fait, c'est la fatigue, l'accumulation, le stress, rien comprendre, tout ça, toute cette mascarade et tout, vraiment, c'était dur émotionnellement. Et je commence à... En fait, on commence à me dire, bah écoute, là, tu vas peut-être sortir aujourd'hui, si j'ai bien compris et tout. Il y avait des policiers qui me disaient, je crois que tu vas sortir aujourd'hui et tout, tu vois. Et moi, j'étais en mode, mais comment ça? J'étais en mode, mais j'étais condamnée à 6 mois, l'autre, il me demande de l'argent, on me dit, je sors aujourd'hui, et je comprends plus rien. Bref, là, il y a des policiers en civil qui viennent me voir en prison. Parce que du coup, je suis revenue en prison, j'ai remis mon uniforme, enfin, comment dire, j'ai remis la tenue que j'avais dans la prison, menottée, etc. Je retourne dans ma petite cellule, dans ma petite chambre, elle est au coin, et il y a des policiers qui viennent en civil. C'est des policiers que, bah, du coup, qui ont donné le numéro de l'avocat, et qui sont venus m'arrêter, etc. Et qui viennent, je sais pas, ils chuchotent et tout, ils parlent, etc. Moi, faut savoir que la petite chippie que je suis, en fait, à chaque fois que je voyais des policiers, je vous ai dit, j'aimais bien sympathiser avec les policiers. J'aimais bien leur poser des questions, j'aimais bien leur montrer mon Instagram et tout. Et une fois l'avocat a fixé un prix, bah en fait, moi, je m'amusais à dire à tous les policiers, est-ce que vous trouvez que c'est normal que l'avocat, il m'a dit de payer 4 000 € pour ce que j'ai fait? Et en fait, il faut savoir que dans ce réseau de corruption, au sein de la police malaisienne, où les juges en fait sont corrompus aussi, font partie du réseau, tout le monde touche de l'argent, il faut savoir qu'il y a des personnes qui seront dans le processus qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait en soum en fait. Tout le monde ne gagne pas de l'argent. Il y a des policiers, ils sont juste là pour te donner à manger. Il y a des policiers qui sont juste là pour te conduire d'un point A à un point B, mais ils ne sont pas au courant des tenants et aboutissants de la situation. Mais moi, à ces personnes-là, je leur posais des questions. Je leur disais, mais pourquoi machin? Et pourquoi est-ce que c'est un arnaqueur? Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et pourquoi? Et en fait, c'est là qu'ils ont commencé à devoir me faire sortir, entre guillemets, vite. Parce que, en fait, je me suis fait engueuler à un moment donné. Genre, quelqu'un est venu me voir dans la prison et tout. Et il m'a dit, ouais, t'as fini de poser des questions à tout le monde. C'est un des mecs en civil, t'as fini de parler à tout le monde, etc. T'es en train de demander à tout le monde pourquoi l'argent et tout. Il m'a dit, mais t'as rien compris ou quoi? Tu vas pas sortir tant qu'on t'a pas dit, tant que t'as pas payé, on va pas sortir tant qu'on t'a pas dit que tu vas sortir. Bref, il parle en anglais, etc. Il parle en anglais bancal. Mais en fait, je comprends qu'il est vraiment pas content bah, que je dévoile leur projet, genre. Et mais moi, je sais pas, en réalité, je voulais juste avoir des informations, mais genre, je sais pas, j'essaie de sympathiser avec des gens, et puis je me dis peut-être que par miracle, Allah va mettre un éclair dans la tête de quelqu'un et je peux économiser 4 000 €, genre, je sais pas. Et bref. Et ce qui se passe, c'est que du coup, très rapidement, les policiers ils viennent me chercher. Et l'officier qui a pris ma déposition, je ne sais pas si elle a touché de l'argent, je pense que oui, obligé. Mais elle vient me chercher et elle me dit, bon, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre ton argent, tu vas aller au bureau de change avec l'avocat et tu vas nous ramener l'argent. Et après, tu vas partir. Mais peut-être pas sûr. En gros, jusqu'au moment où je devais changer l'argent me disait, c'est pas sûr que tu puisses partir. Sauf qu'à ce moment-là, ils m'ont remis en tenue civile, ma tenue normale. Ils m'ont fait sortir toutes mes affaires. J'ai récupéré mon inventaire. Ils m'ont fait quoi d'autre? Vraiment, et ils me gardaient mes affaires à l'extérieur de la prison, que des policiers en civil. Et on me dit, mais tu pourras pas forcément sortir. Moi, j'étais en mode, mais techniquement, là, si je cours, si, soi-disant, tout ça, c'est faux, bah, je pourrais sortir. Après, ça, c'était mes pensées intrusives un peu toxiques. Et je me suis dit, bon, Elana, tu vas juste payer ton amende parce que les mecs ont des guns et que t'as pas envie de mourir. Ou de retourner dans ta cellule. Là, j'étais en mode, ok, là, je suis dehors sans menottes. Première dinguerie, première avancée. Paye ton argent. Paye ton argent. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, ça va, ça vient. Tu sais gagner de l'argent, c'est pas grave. Va payer ton argent, ma chérie. Va à ton bureau de change. Donc là, on monte dans la voiture donc là, on est à l'extérieur de la prison. Tout le monde est en civil. Moi aussi. Moi, j'ai mon portefeuille. Je vais au bureau de change. Et je vais avec l'avocat, du coup, le chinois, dans sa magnifique voiture. Ça se voit que lui, vraiment, il arnaque beaucoup de touristes. Hein. Ah, ça se voit. Dans sa magnifique voiture, on aurait dit un AMG, mais genre incroyable. Il me mène au bureau de change le plus proche. Il me fait changer mon argent.
Il était vraiment genre hyper stressant, etc. Il faut savoir que le bureau de change n'a pas voulu changer plus de 2 000 euros. Et il était vraiment pas content. Genre vraiment pas content. Il voulait absolument pas avoir de l'euro. Bref, vous avez pas le choix. Genre oui, vous allez prendre l'équivalent de 2 000 euros en ringgit, donc la monnaie malaisienne, et le reste en 2 000 euros normaux. Bref, au final, on revient à la prison. Je donne l'argent. Et là, on me dit, c'est bon, tu peux partir. Voilà. Voilà, fin de l'épisode Netflix. Ça s'est littéralement fini comme ça. Quand je vous dis c'est un film, quand je vous dis c'est un film, je vous jure c'est un film en fait. Et il faut savoir que du coup, quand je suis sortie de prison, bah, mes amis m'ont informé de ce qui s'est passé. Donc forcément, bah, eux, ils disaient des informations, à moi, ils disaient d'autres informations. Euh, eux, ils faisaient vraiment que lui mettre la pression et essayer de lui faire peur, etc. Moi aussi, au maximum. Faut savoir en plus que quand je suis sortie, je lui disais, ouais, je veux une facture, ouais, je veux une facture. Le mec, il était en mode, mais ouais, en fait, je lui disais quoi? Je lui disais, je te donnerai l'argent quand j'irai dans ton bureau. Il me dit, mais je suis à loin, je suis à 2 heures. Et en fait, Safa, ma copine, elle lui a dit la même chose. Elle a dit, bah viens, je viens dans ton bureau. Elle a dit, ah, en plus, mon bureau, il est à côté de toi et tout, machin. Elle lui disait, bah oui, viens, on se rencontre et je te donne l'argent. On va dans ton bureau. En fait, on a dit les mêmes informations, etc. Et je pense que lui, il s'est dit, c'est quand même des gens un peu intelligents, un minimum. Genre, voyez, un minimum. Je dis pas qu'on est des érudits, pas du tout. C'est juste que en fait, de ce que j'ai appris, parce que faut savoir que entre temps mes proches ils ont appelé l'ambassade de France, etc. Il s'est pas passé grand chose avec l'ambassade de France, si ce n'est nous dire ah oui c'est un réseau connu au sein de l'aéroport de Kuala Lumpur. Il y a un réseau de corruption à l'aéroport de Kuala Lumpur, l'aéroport international, et beaucoup de touristes malheureusement se font emprisonner à cause de ce réseau-là. Et il y en a qui payent beaucoup plus cher. Souvent ils payent 10 000 euros, même beaucoup plus, 20 000, etc. Ça peut aller beaucoup plus loin et pour des choses très insignifiantes. Par exemple, tu peux être en train de fumer une clope au niveau comment dire, de l'espace fumeur, mais genre juste à côté de la ligne de l'espace fumeur, t'as les policiers qui vont te venir, ils te mettent en prison, ils te disent pour sortir c'est 10 000 à 15 000 euros. Ça, c'est ce qu'ils font notamment avec les non-musulmans. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de fréquent, le moindre faux pas fait à cet aéroport-là peut vous conduire dans la même situation que moi. Moi, évidemment, bah, j'avais un faux pas qui était quand même assez obvious. Sur un scanner, il y a un point américain, donc voilà. Et c'est comme ça que vous finissez en prison et que bah, il faut payer pour en sortir avec une rançon, etc. Donc bref, mes amis m'ont informé de toutes ces choses-là par la suite et tout. Et voilà. Et entre-temps, bah, après, ça a été un gros paradoxe parce que quand je suis sortie de prison, ça a été vraiment genre l'après-prison. Ça pourrait être juste un épisode à part entière. Subhanallah, en fait, j'ai l'impression d'être un nouveau-né dans un corps d'adulte. Vous voyez, comme un aveugle qui voit enfin. Quelqu'un qui n'a pas jamais mangé de sa vie, qui mange enfin. J'avais vraiment cette sensation-là, en fait, de reconnaissance envers Dieu, mais surtout envers la vie, envers tout. Je ressentais tout, je voyais tout, en fait. Comme si maintenant je voyais. Je sais pas comment vous expliquer. Je ressens maintenant. Genre, je vis, je vois. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui, de base, et comme ça, je suis photographe, je suis très observatrice, etc. Mais genre là, c'est encore plus, en fait. C'est décuplé. C'est absolument incroyable. Genre, vraiment, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être une nouvelle personne et il y avait vraiment un avant et un après prison. Je sais pas quelle personne a dit ça dernièrement sur TikTok, mais c'est trop réel. Genre, quand tu sors de prison, il y a un monde en fait. Moi, quand j'étais emprisonnée, je me rendais pas compte, mais quand j'en suis sortie, ben, il y avait vraiment, genre, juste la chaleur du soleil qui touchait ma peau. Ça me paraissait être un miracle. L'odeur, la vapeur d'une soupe que j'étais en train de manger, la fraîcheur du verre qui ressort, enfin, qui sort d'un verre frais que j'allais boire et tout, les goûts. En fait, vraiment, j'ai tout ressenti et j'ai appris vraiment à être reconnaissante. Et alhamdoulilah, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans la vie. Ça m'a permis juste de ressentir ces émotions-là et ces ressentis-là, vraiment. C'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans ma vie, cette épreuve. De toute façon, toutes mes pires épreuves sont vraiment les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce que ça a tellement éduqué mon esprit, ça m'a tellement permis d'avancer et de devenir une nouvelle personne et raffermir ma personnalité et les bons côtés de ma personnalité et me corriger sur les mauvais points. Vraiment. Parce que certes, il y a du post-traumatique. Moi, franchement, alhamdoulilah, je trouve que je ne suis pas restée assez longtemps pour être soumise au stress intense, aussi très longtemps. En fait, c'est le fait d'être vraiment sous un stress sur le long terme qui aurait causé des gros dommages, honnêtement, d'un point de vue post-traumatique sur moi. Là, alhamdoulilah, c'est la bonne durée. Mais, mais franchement, quand je suis sortie, ça a été incroyable. Ensuite, je l'ai dit à mon père, je crois, seulement 2 semaines après parce que fallait moi-même que je digère ça et je voulais pas l'inquiéter et tout. Je voulais qu'il voit que je suis bien et tout et que je gère quand même parce qu'il est à l'autre bout du monde et que c'est pas facile bah, d'avoir ce genre de nouvelles dans l'urgence quoi. Et il aurait rien pu faire. En tous les cas, rien de plus que nous on aurait pu faire.
Donc voilà. Enfin bref, en tout cas, je vais faire sûrement une FAQ par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me poster sur Instagram ou ici en commentaire, peu importe, ou me dire votre ressenti, ou je sais pas. Il y a sûrement plein de choses que je vous ai pas racontées. En fait, il y a tellement d'aspects à survoler, enfin à mentionner. J'ai survolé beaucoup de choses. Même là, l'après-prison, je voulais survoler, etc. En plus, vous savez, à l'après-prison, genre j'étais dans les cocotiers, du coup, je suis allée en vacances. Mes vacances, j'y suis allée là. Je suis allée à Langkawi, je suis allée aux îles Perhentian. Moi, j'avais un programme de base. Il s'agissait de le respecter. Donc bref, ça a été vraiment un contraste parce que je passe de la prison au cocotier pour le coup. Et vraiment, alhamdoulilah. Enfin bref, gros bisous. Et puis j'espère pour une prochaine story time ou une prochaine vidéo. Par pitié, juste par pitié, pas pour la prison. Juste pas pour la prison ou une dinguerie comme ça. Voilà.